Aujourd'hui, nous allons donc parler de la chute de Gondolin et de Dorias. Comme je vous ai dit, pour les personnes qui ont peut-être pas vu les rediffusions, ça risque d'être compliqué aujourd'hui car il va y avoir plein de personnages dont on a déjà parlé et c'est vrai que je vais peut-être pas forcément tous les présenter à chaque fois, sinon ça risque d'être très très lourd. Mais on va faire au mieux. Peut-être juste petit rappel de ce qu'on a pu voir et qui est quand même hyper important à voir, c'est que on a fait une rediffusion pour vous parler d'une histoire d'amour qui est hyper connue dans l'œuvre de Tolkien, qui n'est autre que Beren et Luthien. Et je suis obligée, excusez-moi parce que je vois que ma vulgarisation a le même bug que la dernière fois, je suis obligée de la retrouver, désolée. Mais, attendez, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir faire deux choses en même temps, vous parler et en même temps. Ouf, la retrouver, partager un lien, copier le lien. J'espère que elle va pas bugger, parce que sinon ça va être chiant pour vous. C'est bon, elle est bonne. Elle est bonne. Ok, nickel. Du coup, on a fait une vulgarisation, vous pouvez la revoir en rediffusion, mais on vous a parlé un petit peu de l'histoire d'amour qu'il y a eu entre un homme et une elfe. C'est la première histoire d'amour qui a pu exister en fait dans toute la Terre de Milieu, si vous voulez. C'est Beren l'homme et Luthien l'elfe. Beren est issu d'une grande maison d'hommes, c'est le prince de la maison de Béor, et Luthien c'est la princesse elfique de la maison des elfes gris, bref, la fille des Thingol. Et même c'est plus que ça, Luthien est également la fille d'une Maia. Une Maia, c'est une puissance, donc c'est une personne, c'est une femme un peu à la hauteur des Valar, hein, vraiment, c'est presque, elle a presque des origines divines. En gros, un Maia, c'est un peu l'équivalent de pouvoir de Gandalf, si vous voulez, d'accord. Donc, elle a des origines presque divines, notre Luthien. Et en fait, ils sont tombés fous amoureux et ils ont vécu plein d'aventures. En fait, quand Beren et Luthien ont fini leur aventure, si vous voulez, les deux sont morts à un moment donné et ils ont été ressuscités. Alors là, je vous résume, je vous condense un petit peu tout ça, hein, vraiment d'une manière très intensive. Mais ce Beren et cette Luthien, quand ils sont revenus sur la Terre, en fait, ils ont un petit peu erré dans la Terre du Milieu et ils ont vécu quelque temps en tant que simples mortels. Et à un moment donné, ils sont revenus dans le pays qu'on appelle le pays de Dorias pour retrouver les parents de Luthien et passer un petit peu de temps avec eux. Tout le monde forcément était heureux de retrouver Luthien parce qu'elle était, normalement elle était décédée, hein, elle était partie de l'autre côté, au pays d'Aman, hein, très très loin. Et tout le monde l'a accueilli, même son père, le roi du coup, Elo Thingol, celui qui dirige tout le palais de Dorias, était absolument heureux de retrouver sa fille en vie. Et du coup, Luthien se rapproche de son père qui, à ce moment-là, était tellement malheureux qu'il, comme le dit si bien Tolkien, il était couvert d'un hiver qui le courbait. Enfin bon, bref, en gros, il était vieilli par la douleur et la tristesse. Et quand Luthien le retrouva et le toucha un petit peu de sa main, enfin, il a retrouvé un petit peu de gaieté au niveau de son visage. Bref. En gros, tout va bien dans le meilleur des mondes. Beren et Luthien sont en Terre du Milieu et vivent des jours heureux. Il n'y a qu'une seule personne qui est un petit peu malheureuse en revoyant Luthien. Non pas parce qu'elle est, elle est triste de revoir sa fille en vie, c'est pas ça. Mais c'est que c'est plus grave que ça. En fait, Melian, du coup, la Maia, la maman de Luthien, quand elle a vu sa fille revenir, en fait, elle a totalement été dévastée. Pourquoi ? Parce que Luthien a choisi une vie de mortel plutôt qu'une vie d'immortel. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas ce stream et qui viennent tout juste d'arriver, il faut que vous ayez conscience que les hommes sont mortels et quand ils meurent, on ne sait pas où ils vont. Quand ils meurent, les hommes, ils meurent. Point barre. Ils disparaissent. On ne sait pas où ils vont. Par contre, les elfes, quand ils meurent parce qu'ils sont morts au cours d'un combat, mais sinon, les elfes sont immortels,
c'est-à-dire qu'ils ne vieillissent pas, voilà, ils peuvent vivre indéfiniment. Mais si jamais ils tombent malades, c'est rare qu'un elfe tombe malade, mais c'est possible, ou bien qu'ils se sont tués en pleine guerre, et ben les elfes en fait vont dans ce qu'on appelle dans les cavernes de Mandos, en fait c'est un endroit, et ils peuvent soit ressusciter dans un autre corps et en terre du milieu, soit ils restent en fait dans le pays d'Aman avec tous les Valar en gros. Bref, en gros, les elfes sont immortels. Et le problème, c'est que Lucienne, pour pouvoir revivre avec Beren, donc l'homme qu'elle aime, elle a décidé de choisir une vie de mortelle. Et elle est revenue, en fait, en Terre du Milieu. Et ça a dévasté un petit peu sa mère, parce que ça veut dire que quand Lucienne va mourir, Méliane n'a aucun moyen de la retrouver. Donc, un jour ou l'autre, Lucienne va définitivement mourir au grand espoir de Méliane. Mais bon, ça veut pas pour autant dire qu'elle ne va pas l'accueillir avec les bras ouverts en disant « Ah, ma fille ah !» Bref. Ce petit résumé est assez important parce qu'il y a notamment de cet amour qu'il y a eu entre Beren et Lucienne, il y a eu un enfant. Et oui, il y a eu un petit enfant. Il y a eu ce qu'on appelle un beau garçon qui s'appelle Dior Aranel, qui est l'héritier des loups Thingol. Et là, je vous fais une petite parenthèse, une petite pause dans cette vulga. Parce que j'ai relu l'œuvre plusieurs fois et je n'ai aucune manière de... Comment dire? Je ne sais pas si Dior, on peut considérer que c'est un demi-elfe. Vous voyez? Pourquoi je vous dis ça? En fait, Dior est né quand Lucienne est revenue sur Terre en tant que mortelle. Okay, mais est-ce qu'elle a gardé... est-ce que Lucienne est restée elfe mais mortelle, ou est-ce qu'elle est devenue mortelle et du coup humaine? Parce qu'en fait, ils ont eu leur enfant, Beren, et elle, quand elle est revenue en tant que mortelle sur Terre. Donc, est-ce que ça ne voudrait pas dire que Dior est un petit peu humain? Mais après, je crois que j'avais eu une confirmation... comment dire? Il y a un moment dans l'œuvre du Silmarillion où t'as Tolkien qui dit que Dior a quand même de l'essence maillard, elfique et humaine. Donc en fait c'est con ce que je dis. Bah bref, je me suis fait cette réflexion parce que chronologiquement parlant, en fait quand Lucienne est revenue sur Terre, elle était plus tant elfique que ça. Donc enfin bon bref. Des fois de temps en temps je me pose des questions. Mais voilà, je voulais vous faire partager un petit peu ma réflexion. La parenthèse est terminée, on continue. Donc de l'amour entre Beren et Lucienne, il y a eu un enfant, le beau Dior, l'héritier, le seul héritier des loups Thingol. Bah du coup je pense qu'il a des gènes elfes, mais c'est un petit peu particulier. Enfin bon bref, je vous laisse discuter et en débattre dans le chat. Bon. Ça c'est très important que vous ayez cette histoire en tête, ok? On résume très vite, Beren et Lucienne, deux amoureux fous qui ont vécu des super aventures. Ils ont notamment récupéré le joyau maudit qui s'appelle le Silmaril, qu'ils ont récupéré des mains de l'énorme méchant Morgoth. Bref, ça c'est toute l'aventure qu'ils ont vécue. Et maintenant ils vivent heureux dans la Terre du Milieu, plus précisément dans une petite terre qui s'appelle Ossirand. C'est pays des 7 rivières, ils habitent là-bas avec leur fils qui n'est autre que Dior, le beau Dior. Maintenant il y a un autre personnage dont vous devez vous retenir et qui va être très important. En fait, avant-hier, on a fait une autre vulgarisation pour vous parler d'une autre histoire, celle de Thorin. C'est un homme, lui par contre, pareil, un prince, qui vient de la maison là des Hador, donc une autre maison très connue d'hommes. Et en fait, Thorin, son histoire est un petit peu particulière, elle a été très drôle à raconter, enfin très drôle ou tragique, parce que justement, il vient d'une famille maudite par Morgoth, et donc tout ce que lui arrive à Thorin, c'est malheur sur malheur. Et en fait, Thorin, on sait qu'il a un père qui s'appelle Hurin, qui est très très connu, qui était le roi justement de la maison de Hador pendant un temps. Et son père, il est connu dans le sens où il a aidé pendant la grande bataille des larmes innombrables, il a aidé des elfes à s'enfuir et sur un champ de bataille, il s'est battu contre des orques, il les a repoussés pour permettre la retraite des elfes. Donc Hurin est très connu par rapport à ça et même est très, il est respectable justement par ce fait d'armes qui est juste incroyable. Le frère de Hurin a été tué
d'accord, qui n'est autre que Huor. Et Hurin, lui, en fait, a été capturé par Morgoth pendant de très très nombreuses dans la forteresse. Bon. Ça, c'est cette famille, en fait, vous allez voir, on va en entendre beaucoup parler, et notamment de Hurin. En fait, si vous voulez, Hurin, du coup, il est capturé depuis très longtemps dans la forteresse, et tout le temps, en fait, de l'histoire de Túrin. C'est-à-dire qu'il a son enfant, Túrin, Hurin, avait 8 ans quand il est parti en guerre et qu'il s'est fait capturer. Et pendant 30 ans, en fait, il n'a jamais quitté la forteresse de Morgoth. Túrin est mort, voilà, hein, gros spoil pour ceux qui n'ont pas vu la rediffusion, mais Túrin est mort depuis. Morgoth, qui du coup capture Hurin depuis de nombreuses années, il en a marre en fait parce que certains elfes lui tiennent tête, et notamment il y a les parents de Lucienne, qui n'est autre que Thingol et Milion, qui la haït par-dessus tout, d'accord, il les hait, il veut absolument les détruire. Donc il réfléchit dans son coin, Morgoth, dans sa forteresse, il se dit, bon, il va falloir que je trouve un moyen de détruire définitivement leur cité, ainsi que Thingol et Milion. Donc, à un moment donné, il a une idée, il s'est dit, c'est simple, ce que je vais faire, c'est que je vais libérer Hurin, donc cet homme, je vais le libérer de ses liens, et grâce à lui, ça va être un petit peu le fruit de ma vengeance. Et il a tellement torturé Hurin, il a tellement fait souffrir, il lui a tellement, mis plein d'idées horribles et malfaisantes dans sa tête, que sans le savoir, notre très cher Hurin, notre héros d'aujourd'hui en tout cas, sans se rendre compte, il est totalement manipulé et perverti par Morgoth. Donc Hurin va se faire libérer par Morgoth. Forcément, Hurin, quand il va sortir de son siège où il était enchaîné, il se dit que c'est pas normal que Morgoth le libère. Il n'a pas confiance en lui, surtout qu'il est au courant. Hurin, il a eu peut-être plus côtoyé Morgoth que quiconque, tu vois. C'est vraiment... il a quand même resté plus de 30 ans à côté de Morgoth, donc il est au courant qu'il n'a pas de pitié. Et pourtant, Morgoth le libère. Donc forcément, à un moment donné, quand on te libère, tu vas pas forcément poser de questions, et tu vas directement sortir de la forteresse et tu pars. Donc 1 an avait passé à ce moment-là, après la mort de son fils Túrin. Ça fait presque 30 ans, comme je vous dis, précisément 28 ans, qu'il s'est fait prisonnier de cette forteresse. À ce moment-là, quand il sort, il a les cheveux blancs, il a une grande barbe, et il est voûté, il est vieilli, il a plein de rides, et pour se soutenir, il est obligé de se tenir avec un bâton noir. Il a une petite épée également, pas loin sur son côté. Donc Hurin, quand on va traverser toute la terre du milieu, il va aller rejoindre du coup le peuple d'hommes qui se trouve dans une zone qui s'appelle Dolomin. Donc il y va. Et il est escorté, il est escorté par les capitaines et les soldats de la forteresse de Morgoth. C'est pas rien, c'est vraiment, il est entouré d'orques et de capitaines, de personnages malfaisants de Morgoth. Donc forcément, quand tout le monde voit Hurin arriver, tout le monde prend peur, et même les orientaux qui servent pourtant Morgoth, quand ils voient Hurin arriver, ils ne l'attaquent pas, ils le laissent passer, parce que tout le monde comprend plus ou moins que, d'une manière ou d'une autre, Morgoth le soi-disant respecte, ou en tout cas le porte en grande estime. Il est honoré par Morgoth. Même les gentilshommes, d'accord, qui se trouvent dans le peuple des Hador, le peuple de Hurin, quand ils voient arriver Hurin comme ça, entouré de méchants, alors mais encadré comme une escorte, tout le monde prend un petit peu peur et n'ose pas trop le défier et même l'évite. C'est triste, parce que du coup, Hurin se retrouve un petit peu seul à ce moment-là. Donc Hurin justement se retrouve seul, et là il se dit il faut vraiment que j'aille quelque part, et sans qu'il se rende compte, en fait il est toujours un petit peu manipulé par Morgoth. Il se fait la réflexion, se dit il faut que je retourne à Gondolin, il faut que je retourne dans cette cité pour voir mon ami, au moins lui il va m'accueillir. Cet ami Turgon, du coup, c'est le roi des elfes qui se trouve, le roi de Gondolin plutôt, qui est également le roi des elfes maintenant, parce que tous ses frères sont morts.
Il veut aller le retrouver parce qu'il se souvient aussi que c'est grâce à lui, pendant la bataille justement des larmes innombrables, qu'il a permis à Turgon de s'enfuir et de survivre. Donc il dirige ses pas, sans savoir qu'il est suivi par les malfaisances de Morgoth, il va vers la cité de Gondolin. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, Morgoth ne sait pas du tout où se trouve Gondolin. Pas du tout. Et donc forcément, il est très content d'avoir libéré Húrin parce que grâce à lui, il va enfin savoir où cette cité cachée se trouve. Et donc pour détruire les derniers elfes qui se trouvent sur la Terre du Milieu. Donc je vous ai mis cette image-là parce que je la trouve très très drôle. Parce que peut-être pour vous réexpliquer une petite notion d'histoire qui va être assez importante pour comprendre la suite des événements. Húrin avait un frère, du coup, Huor. Ce sont deux frères qui sont représentés ici. Et à un moment donné, avant qu'il y ait la bataille des lames innombrables, ce sont deux princes hommes de la maison des Hador qui se battaient très régulièrement pour repousser les orques. En fait, un jour, ils ont failli mourir parce qu'ils étaient vraiment trop... il y avait trop d'orques qui les entouraient. Donc ils avaient du mal à les repousser. Et grâce au pouvoir d'un Valar qui s'appelle Ulmo, ils étaient tout proches du Sirion, tout proches du Haut, et ils ont été protégés par ce Valar. Et donc, les aigles des Valar, notamment le roi des aigles, Torondor, est venu récupérer Huor et Húrin pour les protéger. Et il les a amenés, en fait, dans la cité de Gondolin. Voilà, il les a amenés pour les protéger. À ce moment-là, Turgon les a accueillis, ces humains, et on a pris fortement soin. Tellement soin que il est devenu très 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 proche de ces humains, c'est presque devenu ses meilleurs amis. Et en fait j'adore ce mème, moi j'appelle ça un mème du coup, mais un mème peut-être pour les fans de Tolkien. Pourquoi ? Parce que tu vois que Turgon explique qu'il ne comprend pas pourquoi Finrod, donc l'un de ses cousins, est aussi attaché aux humains. Il comprend pas pourquoi, parce que Finrod est connu pour être un elfe qui adore les humains et a tout donné pour justement les protéger, à tel point même que c'est Finrod qui a aidé Beren à aller récupérer le Silmaril. Bref. Et en fait, il va récupérer Húrin et Huor dans ses bras, là, on le voit, et il dit « Moi, j'ai que Húrin et Huor, ils me suffisent amplement, et je les adore. » Enfin bon, bref. Bref, il faut connaître l'œuvre pour apprécier ce mème, je comprends, mais je la trouve très représentative en fait de la relation que Turgon a avec ses deux frères. Donc maintenant que vous avez compris que ce roi des elfes est très très proche de Húrin, vous comprenez pourquoi Húrin veut absolument aller le retrouver. Alors que Turgon l'a supplié de ne jamais révéler l'emplacement de Gondolin. Donc Húrin traverse des régions froides et vides, il va se retrouver donc tout autour d'un endroit où normalement devrait se trouver Gondolin. Sauf qu'il ne sait pas où se trouve la porte pour y rentrer, parce que comme je vous dis, lui il est arrivé par les airs. C'est des aigles qui l'ont amené à Gondolin, donc il ne sait pas comment on peut pénétrer dans cette cité, parce qu'elle est entourée de très très hautes montagnes. Donc il va aller tout autour, il va marcher tout autour de cette montagne, il va essayer de trouver un endroit, un passage pour pouvoir aller à la cité. Sauf qu'il ne le trouve pas, il va à un moment donné se rapprocher vers un semblant de porte, mais ça a été totalement banni, il y a juste un amas de pierres au pied de la muraille rocheuse. Bon, à ce moment-là, il est désespéré parce que il se dit mais comment je vais faire ? Moi, je veux absolument retrouver mon ami et je veux trouver quelqu'un qui puisse m'accueillir parce que ça fait quand même plus de 30 ans que je suis enfermée et tout le monde me fuit. Enfin, bref. Donc, il regarde le ciel à ce moment-là. Il regarde le ciel et il espère qu'en fait, les aigles vont pouvoir, comme quand il était jeune, le récupérer et l'amener dans la cité de Gondolin. Sauf que rien n'y fait, les aigles ne viennent pas. Certes, les aigles ne viennent pas, mais par contre, les aigles voient Húrin qui se trouve tout en bas de la forteresse de Gondolin. Et ils vont décider, les aigles, d'aller directement voir le roi des elfes. Ils vont aller voir Turgon pour le prévenir qu'il y a son vieil ami homme qui se trouve à ses frontières. Quand Turgon apprend que Húrin est là de la bouche des aigles,
il commence à dire mais c'est pas possible. Non, Morgoth l'a emprisonné. C'est impossible que Orin se soit libéré. Vous avez mal vu, c'est pas possible. À ce moment-là, les aigles commencent un petit peu à se fâcher en disant bon, alors là, fais pas chier Turgon, on est quand même des aigles, on est des super aigles, hein. On est quand même des aigles de Valar, on est les aigles des puissances, on a un petit peu une origine divine. Donc commencer à nous dire qu'on voit mal et qu'on est bigleux, ça ne se fait pas, hein, parce que ça fait quand même un petit bon nombre d'années qu'on surveille tes frontières et qu'on te prévient quand il y a des orques. Donc nous dire qu'on se trompe, c'est quand même un manque de respect grandiose. Bon. Alors à ce moment-là, Turgon dit bah oui, non, vous avez raison, c'est vrai que vous êtes des aigles divins, mais du coup ça veut dire que c'est pas une bonne nouvelle, c'est de mauvais augure tout ça, très de mauvais augure. Donc il commence à réfléchir et dire non mais c'est beaucoup trop risqué. Si Húrin a été libéré par Morgoth, ça veut dire que Morgoth utilise Húrin. Et à ce moment-là, Turgon à juste valeur a raison. Oui, à ce moment-là, Húrin est totalement manipulé sans qu'il s'en rende compte. Donc, à ce moment-là, tu as Turgon qui dit à l'aigle, tu ne fais rien, on ne récupère pas Húrin, mon cœur reste fermé. Même si c'est mon meilleur ami, je ne veux pas de lui dans ma forteresse. Donc l'aigle part, et il ne va pas chercher Húrin. Sauf que Turgon va être dans sa forteresse, dans son énorme tour qui se trouve à Gondolin, la tour où il travaille. Puis il va faire les 100 pas. Et puis il va se dire, quand même, Húrin, je suis très attachée à lui. C'est quand même quelqu'un dont je suis vraiment proche. En plus, c'est grâce à lui que si je suis encore en vie aujourd'hui. Il m'a permis de m'enfuir avec tout mon peuple. Donc bref, vous comprenez, à ce moment-là, Turgon va commencer à s'attendrir et à se dire, ça se fait pas. Ça ne se fait pas de laisser Húrin comme ça, seul, alors que ça y est, il s'est fait libérer par Morgoth. Donc il sort de sa tour et va chercher les aigles pour leur demander d'aller directement retrouver Húrin et l'amener à Gondolin. Sauf que c'est déjà trop tard. En fait, c'est déjà trop tard. Húrin n'est plus là. À ce moment-là, et c'est impossible de le retrouver. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le temps de réflexion de Turgon et de la discussion qu'il a eue avec les aigles? En fait, Húrin, il était totalement désespéré. Il va rester vraiment, pour le coup, très longtemps pourtant sur les frontières tout autour de la montagne où doit se trouver Gondolin. Et il va crier en fait le nom de Turgon très régulièrement en lui demandant en fait d'aller le chercher. Et vu qu'il n'entend aucune réponse et qu'il n'y a aucun aigle qui vient le récupérer, il va décider de monter en fait la montagne pour essayer d'atteindre la forteresse, mais c'est beaucoup trop haut. Faut vraiment vous dire que c'est presque l'Himalaya. C'est vraiment très haut les montagnes qui entourent Gondolin. Donc il essaye de grimper, mais il peut pas non plus monter si haut. Il va s'y reprendre à plusieurs fois et plus il va grimper, plus il va dire d'une voix forte Turgon, souviens-toi, Turgon, n'entends-tu rien derrière tes remparts? Il va commencer à lui rappeler justement que c'est lui qui l'a sauvé, c'est lui qui l'a aidé à s'enfuir de la bataille innombrable. Il va lui rappeler tous les moments qu'ils ont passés ensemble quand il était à Gondolin, mais rien n'y fait. Personne ne vient le chercher à ce moment-là. Donc, Húrin désespère et abandonne même et s'en va. Il s'en va dans un désert total à marcher et à errer. Et à tel point qu'à un moment donné, il va s'effondrer par terre et il va juste pleurer en fait. C'est comme un homme, un guerrier. Il vient quand même de la maison des Hador, d'accord? La maison des hommes qui sont un peu comparés, je vous ai déjà comparé ces hommes comme des vikings, ok? Comme un homme viking pourrait pleurer de rage, vous voyez. Ça fait vraiment, mettez-vous à sa place, ça fait des années qu'il est emprisonné, il a vu son frère mourir au combat, il est au courant en plus, à ce moment-là, il est au courant que son fils est mort parce qu'il entend tout, il a tout entendu de la forteresse où il était. Faut vous dire qu'à un moment donné, Túrin a failli se faire capturer par Morgoth et il sait que Morgoth a tout essayé pour capturer son fils. Il est au courant de tous les faits et les armes de son fils et quand il a appris, justement 1 an après sa libération, que Túrin est mort,
Il est dans un état de désespoir. Et en plus, il se fait escorter par des créatures malfaisantes de Morgoth. Donc tout le monde le fuit. Qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là? À part pleurer et t'effondrer sur le sol. Donc c'est ce qui se passe à ce moment-là. Il va errer dans un désert en larmes sans savoir que faire. Forcément, quand Turgon a essayé de trouver Orin, mais il n'a pas réussi à le trouver parce que Orin était déjà parti. Et d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, c'était déjà trop tard. Turgon n'a pas voulu récupérer Orin à ce moment-là. Mais c'était déjà trop tard parce que quand Orin a crié le nom de Turgon et a parlé de la cité de Gondolin tout autour de la montagne, il y avait des espions de Morgoth qui regardaient à ce moment-là les faits et gestes de Orin. Donc, ça y est, Morgoth sait plus ou moins où se trouve la forteresse de Gondolin. Donc c'est déjà trop tard. Donc il est très content, notre Morgoth. Déjà, le fait d'avoir libéré Orin porte ses fruits. Mais c'est le premier malheur que Orin va faire. Dire l'emplacement où se trouve Gondolin. Donc t'as Orin, comme je vous le dis, il va errer pendant très très longtemps en fait dans un désert, en pleurs. Et alors qu'il est effondré par terre, sans trop savoir que faire, il va entendre dans sa tête la voix de sa femme. La voix de sa femme qui n'a jamais... qu'il a vu, si, bien sûr. il a eu quand même eu 3 enfants avec elle, donc j'imagine bien qu'il l'a vu. En tout cas, qu'il n'a pas vu depuis plus de 30 ans. Et un peu dans un évanouissement, il va entendre la voix de sa femme qui va l'appeler. Il va se réveiller. Et là, il a comme une révélation. Il sait, au fond de lui, il y a une petite voix qui lui dit que sa femme... en tout cas, il faut absolument qu'il se dirige à Brétil. D'accord? Qu'est-ce que c'est que Brétil? Pour ceux qui se souviennent peut-être des autres vulgarisations, Brétil, c'est l'endroit où a vécu pendant un temps son fils et sa fille, Thorin et Nienor. Alors, petit rappel, pour ceux qui ne se souviennent pas, comme je vous dis, c'est une famille maudite, d'accord? La famille de Hurin et de Thorin. C'est une famille maudite par Morgoth, donc il ne leur arrive que des malheurs. Et parmi l'un des grands malheurs qui ont frappé en fait cette famille, Thorin et Nienor sont devenus hommes et femmes sans savoir qu'ils sont frères et sœurs l'un et l'autre. Et ils ont eu ensemble un bébé, d'accord? Donc, devant cette révélation horrible de s'être marié avec son frère et sa sœur, les deux se sont donné la mort. Donc, ça c'est petit rappel de l'histoire que je vous ai déjà racontée. Donc, à Brétil, il y a la tombe de Thorin et de Nienor. Hurin se dirige vers cet endroit et en effet, il va voir à côté de cette tombe une femme à genoux, la tête justement courbée. Il va s'approcher progressivement de cette femme. Et cette femme n'est rien d'autre que Morwen, la mère justement de ses enfants. Donc elle relève le capuchon qui couvrait à ce moment-là son visage. Et forcément, il la reconnaît immédiatement parce que Morwen, elle a toujours été décrite comme la femme humaine aussi belle qu'une elfe. En fait, normalement, les mortels, les humains, ne sont pas très 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 beaux, d'accord? Il n'y a que les elfes qui peuvent être vraiment magnifiquement beaux. Et elle, étonnamment, elle est si belle qu'on l'a souvent comparée à une elfe, alors qu'elle est vraiment humaine. Et en fait, sur ses traits, certes, elle a les cheveux blancs et grisâtres, elle est devenue grise et des rides, mais ses yeux sont aussi beaux que que dans sa jeunesse en fait. Et il y a encore la beauté sur son visage. Donc tu as Hurin qui tombe dans ses bras, ils se prennent l'un et l'autre dans les bras, et tu as Morwen qui lui dit la chose suivante, il lui dit « Enfin tu es venu, trop longtemps je t'ai attendu ».
Et forcément, t'as Orin qui dit bah oui, mais j'ai été capturée, hein, la route était sombre, hein, je suis venue comme j'ai pu, je pouvais pas faire autrement. Et sauf que bah, là, t'as Morwen qui lui montre la tombe et qui lui dit mais de toute façon, tu arrives trop tard. Ils sont perdus en montrant donc ses enfants, Thorin et Nienor. Sauf qu'à ce moment-là, tu as Orin qui lui dit mais non, toi tu es là, je tais-toi, donc ça y est, j'ai enfin un petit peu de répit, j'ai enfin trouvé une personne qui va m'accepter, avec qui je vais peut-être pouvoir souffler. Sauf que tu as Morwen qui lui apprend la chose suivante et lui dit mais sauf que je vais mourir. Elle le sait, elle sait qu'elle va mourir, elle sait qu'il ne lui reste même pas une journée, qu'elle est sur le point de mourir et c'est pour ça qu'elle s'est rapprochée de la tombe de ses enfants parce que il ne lui reste plus beaucoup de force. Et en effet, Morwen et Orin vont se rester dans les bras l'un de l'autre et Morwen va donner son dernier souffle le lendemain. Pendant longtemps, Orin va garder son corps inerte dans les bras jusqu'au jour où il va quand même décider à l'enterrer là où sont ses enfants et il va inscrire du coup le nom de sa femme. Là, ok, il ne va pas pleurer comme il a pu pleurer dans le désert. Là, il va juste être pris de rage, mais de colère en fait. Il va être pris d'une colère sans nom, à tel point que tout ce qu'il veut, c'est se venger d'absolument tout le monde. Tous ceux qui ont manqué de respect à son fils, tous ceux qui ont manqué de respect à Nienor et à sa femme, Morwen, tous ceux qui ont manqué de respect à lui-même, doivent mourir. À ce moment-là, il va se diriger dans une cité elfique qui est totalement abandonnée parce que détruite par Morgoth. Il va se diriger à Nargothrond. À Nargothrond, il se trouve quelqu'un que moi je déteste, dont je vous ai déjà parlé, qui n'est autre que le nain Mime. Le nain Mime, qui c'est? Petit rappel, parce que peut-être que vous ne vous en souvenez pas, ou vous en souvenez pas. Mime, c'est pour moi le personnage le plus horrible de toute l'œuvre de Tolkien. Pas horrible parce que c'est un grand méchant, il est hyper puissant, non, parce que d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, Sauron et Morgoth, je les adore, parce que c'est vraiment les méchants par excellence, ils sont trop forts, je les aime trop. Non, Mime, c'est juste qu'il est détestable. Il est vraiment détestable parce que c'est un traître, mais il a trahi plusieurs fois. Et notamment, il a trahi Thorin de nombreuses fois. Enfin, de nombreuses fois. Une fois, mais c'était la fois de trop. En gros, déjà, quand Thorin est tombé nez à nez avec ce nain, quand il était encore en vie, Mime a trahi ses frères et sœurs nains en donnant l'emplacement de sa caverne aux hommes de Thorin. Déjà, première traîtrise. Ensuite, il s'est lié d'amitié avec Thorin, sauf que par jalousie, parce qu'il a vu un elfe qui était beaucoup plus proche que Thorin. Du coup, il a été détestable avec cet elfe-là. Et il a trahi l'emplacement justement de sa caverne aux orques pour que les orques capturent Thorin et tuent Beleg et tous les autres. Donc Thorin s'est fait capturer et après il y a eu tous les malheurs. Et Mime a voulu donner des coups de pied à un elfe alors qu'il était soi-disant mort, mais il n'était pas mort à ce moment-là. Et donc Mime, en fait, si vous voulez, dès qu'il va quelque part et dès qu'il se met comment dire, il n'a aucun honneur. À tel point qu'il n'a aucun honneur, Mime, juste pour vous rappeler un truc, c'est-à-dire que l'un des fils de Mime est mort, ok, par l'un des hommes de Thorin. Bon, ok. L'un de ses fils est mort, est décédé. Et donc, au début, il s'est mis dans une colère noire, il a voulu se venger de l'homme qui a tué son fils. Et en fait, Thorin lui a dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais te payer la mort de ton fils. Je vais te donner de l'argent, comme ça va compenser la mort. Bah, au lieu de trouver ça horrible et outrageant de payer la mort de son fils, parce qu'on peut pas, aucun argent, l'or du monde ne peut pas remplacer son fils, bah Mime s'est tout de suite calmé, a dit ok, très bien, je récupère l'argent, j'aime bien ça, t'as tué mon fils, en échange de l'argent, moi ça me va. Bref, c'est vraiment, Mime est horrible comme petit personnage. Et donc à ce moment-là, vous avez aussi compris par rapport au petit résumé que je vous ai fait de cet horrible nain, c'est que Mime,
il adore l'argent. Et Mime, il a entendu que Nargothrond avait été abandonné et qu'en plus le dragon a été tué. Donc, il est allé à Nargothrond, là où il y a tout un trésor. Et en fait, ce trésor maintenant, il en a pris possession. Donc Mime, le petit nain, s'était rendu à Nargothrond après le départ de Glorung, le dragon. Il avait rampé dans les cavernes en ruine et en avait pris possession. Depuis, il restait assis à manier l'or et les pierreries, les faisant sans cesse couler dans ses mains. Bref, c'est clairement Picsou qui est en train de regarder son argent constamment. Et en fait, personne ne venait lui disputer son argent, pas peur que le fantôme de Glorung, dont l'énorme dragon, ou de son seul souvenir, juste que savoir même que Glorung a habité à cet endroit-là, donc le dragon, personne ne veut venir. Il n'y a que Mime qui n'en a rien à foutre et qui est juste très attaché à l'argent, qui Eva, et il est très content d'être tout seul avec toute sa possession d'or et de pierreries. Et en fait, justement, Ourine va arriver à Nargothrond, et quand Mime va le voir arriver, il va commencer à lui dire « Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est chez moi, dégage !» Forcément, Ourine, quand il voit ce petit, il s'agace, il lui dit « Qui es-tu pour m'empêcher d'entrer chez le feu roi Finrod ?» Parce que oui, Nargothrond, avant, ça appartenait au roi elfe, qui n'était autre que Finrod. Bon. Mime, alors, répond et lui dit, de manière très orgueilleuse, « Je suis Mime, et avant que les orgueilleux soient venus de la mer, les nains avaient creusé les montagnes. Je suis seulement revenu prendre ce qui est à moi, car je suis le dernier de mon peuple. » Alors là, tu as Ourine qui est dans une rage folle et très en colère parce que ça y est, ici, il sait qui il a devant lui. Le traître de son fils, qui n'est autre que Mime. Et là, du coup, il lui répond « Alors, tu as fini de jouir de ton héritage, car je suis Ourine, fils de Galdor. De retour au Dangband, et mon fils était Tourine, que tu n'as pas oublié. C'est lui qui a tué Glorung, le dragon, celui qui avait dévasté les salles où tu te tiens. Et je n'ignore pas par qui fut trahi le haume de dragon de Dorias. » Et du coup, forcément, à ce moment-là, Mime comprend à qui il a affaire. Et encore une fois, comme un lâche, Mime se met à genoux et supplie Ourine de lui laisser la vie sauve. Ourine n'en a que faire et l'abat sur le champ. Là, Ourine va rester un petit peu à Nargothrond, va regarder le trésor qu'il a autour. Il y en a plein, il y a plein de pierreries, il y a plein de joyaux. Mais il ne va rien prendre à part un seul objet qui n'est autre que Noglamir. Cet objet, il est hyper important, chat. Vraiment très important. C'est un collier qui a été fabriqué par les nains. C'est l'un des plus grands trésors des nains. Donc Ourine, alors à ce moment-là, récupère ce collier et va directement à Ménégros. Ménégros, c'est la cité des 1000 cavernes, là où se trouve le roi Elotingol et la reine Méliane, donc les parents de Lucienne. Il y va. Et quand il arrive, il fut directement présenté devant le roi Elotingol. Et quand Elotingol vit Ourine, il comprit tout de suite qui il avait devant lui. Et donc forcément, il sait que ça ne... Comment dire ? Ça ne... Il n'y a rien de bon, quoi. Il n'y a rien de bon qui est prévu à ce moment-là. Il n'y a rien de bon. Ourine, en fait, il est accueilli en grande pompe. On va le nourrir, on va le loger, on va lui dire « C'est trop bien, tu as été libéré de la forteresse de Morgoth. » Bref, tout le monde rit jaune, mais bon, on l'accueille quand même avec les honneurs. Sauf que Ourine, à ce moment-là, il est fermé, il est en colère, il est pris de rage et il ne répond en rien à toutes les gentilles paroles et gentils gestes qu'on lui montre. Et à la place, il va prendre justement le joyau de Noglamir, il va le jeter aux pieds d'Elotingol d'une manière violente et il va commencer à parler
d'une manière très amère à Elutingol. Reçois ton salaire pour avoir si bien gardé mes enfants et ma femme, car ceux-ci le Noglamir, et beaucoup en connaissent le nom chez les elfes et les humains. Je l'ai sorti pour toi de la nuit de Nargothrond, où l'avait laissé ton parent Finrod quand il est parti avec Beren, fils de Barahir, accomplir la mission de Thingol. Alors là, on va étudier un petit peu les propos du Húrin. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de sarcasme de sa part et beaucoup de reproches dans ses propos. En fait, premier reproche que fait Húrin à Elutingol, c'est qu'il n'a pas pris soin de ses enfants et de sa femme. Tout simplement parce que Thorin a été confié dès son plus jeune âge à Elutingol et Elutingol l'avait pris sous son aile à tel point qu'il l'avait presque adopté. Okay, donc c'était vraiment devenu son fils. Sauf que Thorin, par des malheurs que je ne vais pas vous répéter, a été dans l'obligation de partir de Ménégros. Et plus tard, sa femme, donc Morwen, et sa fille Nienor sont arrivées également à Ménégros. Et Elutingol a essayé également de prendre soin d'eux, sauf que les deux sont également partis. Donc oui, en effet, les enfants et la femme de Húrin étaient à Ménégros, et Elutingol n'a pas réussi à les garder en lieu sauf. Bon, ça c'est le premier reproche que lui fait Húrin. Deuxième reproche, c'est qu'il lui rend du coup ce collier, donc le Noglamir, qu'il avait lui-même offert au nain, que le nain avait offert à un autre elfe. Enfin bref, ça a été transféré de main en main. Et en fait, il lui dit qu'il lui donne ce cadeau, notamment pour... parce que... Comment dire ? Vu qu'il appartenait normalement, ce collier à Finrod, donc à un cousin à lui, un cousin elfe à lui. Je sais que c'est compliqué, hein, je suis désolée. Hein. Mais juste pour vous faire comprendre, c'est que, en fait, là, ce qu'il est en train de reprocher, c'est que son cousin elfe Finrod, lui au moins, a tenu sa promesse de protéger les hommes jusqu'au bout. Et t'as Finrod qui a accompagné Beren pour aller récupérer le Silmaril. Voilà. Et il est mort là-bas. Et donc, en fait, t'as Húrin qui compare l'acte de Finrod à ce qu'a fait Elutingol en lui disant « Au moins, Finrod, lui, il a bougé et il est parti en mission alors que toi, tu n'as rien fait. Et en plus de ça, c'est toi qui a demandé à Beren d'aller récupérer le Silmaril. » Enfin bref, en gros, là, ce que vous avez vraiment à retenir, c'est que c'est des attaques frontales que lui fait Húrin. Donc Thingol regarde le collier et comprend totalement les intentions du Húrin. Il comprend aussi la colère et il va supporter le mépris de Húrin. Il sait, il comprend là tout ce que Húrin est en train de lui dire. Donc c'est Melian qui va prendre la parole à la place de son mari et elle va lui dire la chose suivante. Húrin Talion, Morgoth t'a ensorcelé, car celui qui voit par les yeux du démon, tout ce qu'il voit est déformé. Qu'il le veuille ou non, ton fils Thorin est longtemps resté à Ménégrost, où il a reçu l'amour et l'honneur qui reviennent au fils du roi. Et ce n'est ni de mon fait ni de celui de Thingol s'il n'est jamais revenu à Dorias. Ensuite, ton épouse et ta fille furent accueillies ici volontiers et avec honneur. Nous avons usé de tous les moyens pour empêcher Morwen de reprendre la route de Nargothrond. C'est avec la voix de Morgoth que tu fais des reproches à tes amis. Aux paroles de Melian, à ce moment-là, Húrin va rester longtemps immobile, les yeux plongés dans ceux de la reine, et là, dans Ménégros, encore protégé par l'anneau de Melian, donc c'est-à-dire un anneau de pouvoir qui repousse tous les ténèbres de l'ennemi, l'ennemi avec un E majuscule, il vit alors la vérité de tout ce qui s'était passé et il peut éprouver enfin dans son entier le malheur que lui avait réservé Morgoth. En gros, là, Húrin comprend que oui, son fils Thorin a très bien été accueilli à Ménégros, comme sa femme et comme sa fille. Il voit absolument tout ce qui s'est passé et que, en effet, il est envahi par les malheurs et la malédiction de Morgoth. Donc à ce moment-là,
Orin se penche, récupère le collier qu'il a jeté et le donne en main propre au roi. Accepte maintenant le collier des nains comme un don venu de celui qui n'a rien et en souvenir de Orin, car mon destin est rempli et le but de Morgoth est atteint. Mais je ne suis plus son esclave. Grâce aux propos et aux paroles de Melian, Orin est un petit peu libéré de la malédiction de Morgoth et comprend qu'il n'est plus l'esclave de Morgoth. Donc il sort de Ménégros et il va errer pendant longtemps sans but parce que il a perdu sa femme, il n'a plus d'enfants et il a voulu se venger, il s'est vengé de Mime. Il voulait se venger également des Lutingol, mais en fait ça ne sert à rien de se venger de eux parce qu'il se rend compte qu'il est totalement manipulé par Morgoth. Donc il part et comme il n'a plus aucun but, il va se laisser mourir quelque part, mais on ne saura jamais où. Si, il est dit qu'il se jette dans la mer de l'Ouest, mais son corps est certainement transporté par les flots. En tout cas, on ne retrouvera plus jamais son corps. Quand Orin fut parti du coup de Ménégros définitivement et allait mourir quelque part, tu as Elo-Thingol qui du coup maintenant il a le collier des nains, donc il a le Nogrim, enfin oui c'est ça, hein, il a pas de Nogrim, il a le collier, je sais plus comment il s'appelle, je veux pas me tromper parce que Nogrim ça veut dire nain, le Noglamir pardon, il a le Noglamir dans ses mains. Ok, bon. Et ce trésor est juste absolument magnifique. Hein. C'est quand même un énorme collier avec plein de joyaux, plein de gemmes. Vraiment avec une finesse, la finesse des nains. Et en plus, ça fait un petit moment qu'il se disait à lui-même qu'il aimerait bien sertir ce collier en fait avec le Silmaril, donc le joyau maudit. Parce que malheureusement, le Silmaril, si vous voulez, il a la capacité d'attirer tout le monde à lui, tellement il est beau. Et un petit peu comme le précieux, on devient un petit peu fou quand on l'a, on veut tout le temps l'avoir sur soi. Et bien c'est un petit peu pareil. Là, Elo-Thingol veut tout le temps, maintenant, avoir le Silmaril sur lui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il regarde le Noglamir, il regarde le Silmaril, il se dit ok, ce qui serait trop bien, c'est d'en pouvoir en faire un énorme collier que je peux tout le temps porter. Nuit et jour. À ce moment-là, justement, ça tombe bien. Il y a, faut vous dire que les elfes et les nains s'entendaient bien à cette époque. Et notamment un clan de nains qui s'appelle les Nogrod venait assez régulièrement à la cité de Ménégros parce qu'ils étaient très bien accueillis. Comme la cité de Ménégros est un petit peu une caverne, hein, Ménégros ça veut dire quoi hein, c'est la cité des 1000 cavernes. Les nains ils adoraient travailler dans ces cavernes et continuer à creuser et à faire un petit peu d'autres cavernes, récupérer des joyaux et tout. Bref, les nains ils venaient très régulièrement à Andorias. Et les rois, du coup, les convoqua tous, un par un, et leur expliqua leur désir de réunir le Noglamir ainsi que le Silmaril. Quand les nains virent pour la première fois le Silmaril, ils furent tous pris, mais d'envie de récupérer ce joyau. Ok, déjà, ils étaient impressionnés devant l'habilité, émerveillés devant le collier de Noglamir, parce qu'ils voient vraiment les détails de leur père nain qui ont fait quelque chose d'absolument sublime. Bon, déjà, il y a ça. Mais vraiment, les nains n'ont de yeux que pour le Silmaril, ce joyau absolument sublime qui renferme quand même une lumière divine, hein, on le rappelle, hein, la lumière de Telperion et Lorelin. Ils veulent absolument l'avoir. Donc, forcément, ils vont cacher les intentions à Elo-Thingol, leurs pensées, mais ils vont accepter la mission qu'il leur propose, c'est-à-dire réunir le Noglamir et le Silmaril. Les nains travaillèrent longtemps, très très longtemps. Et Thingol qui ne peut pas réussir à s'éloigner trop longtemps du Silmaril parce que ça y est, Elo-Thingol est très très attaché à ce joyau et il veut tout le temps l'avoir face à ses yeux ou pas loin. Donc il descend très loin tout au fond de Ménégros et il est souvent le seul elfe entouré de nains. Il est souvent tout seul, ok ?
Il est souvent tout seul là-bas. Bah, il a confiance aux nains. Ça fait quand même des siècles et des siècles que les nains et les elfes s'entendent bien. Donc il n'a pas non plus énormément d'inquiétude à avoir. Donc il regarde les nains travailler et à un moment donné, enfin, les nains ont réussi à faire le collier. Quelque chose d'absolument sublime. Vous avez une représentation du collier avec le joyau, le Silmaril, grandiose. Enfin bon, bref. C'est le collier, c'est la lumière du Silmaril, la lumière divine éclaire tous les autres joyaux du Noglamir. Donc c'est juste absolument incroyable comme collier. Dès que le collier fut terminé, tu as Elutingol qui s'approche du collier, le récupère parce que c'est sa demande. Et il était sur le point de prendre le collier et de le mettre autour de son cou. Et là, t'as les nains qui le reprennent, le Noglamir des mains, ainsi que le Silmaril, et ils vont lui demander la chose suivante. De quel droit le roi elfe revendique-t-il le Noglamir? Nos pères l'ont fait pour Finrod, qui est mort maintenant, et tu l'as reçu par un voleur, par Ourin. Bref, ils sont en train de sous-entendre que le Noglamir leur revient de droit. Et comme, c'est triste, comme ils l'ont serti du Silmaril, du coup, le Silmaril leur appartient aussi. Donc là, Thingol comprend que les nains sont de mauvaise foi et il va commencer un petit peu à s'agacer. Comment votre race grossière ose me demander quelque chose à moi, Elutingol, prince de Beleriand, dont la vie s'éveilla après des eaux de Cuivenen, d'innombrables siècles avant qu'apparaissent les pères de votre peuple chétif. Vous comprenez que là, on a un petit peu l'origine du conflit qu'il y a entre les elfes et les nains. En tout cas, l'une des premières origines. La convoitise des nains ne changea pas. Ils veulent absolument le Silmaril ainsi que le Noglamir. Donc, ni une ni deux, les nains sortent leur épée et tuent le roi Elutingol. C'est ainsi que le roi Elutingol va périr et mourir. Heureusement, bien entendu, certes, s'il était tout seul à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup, il n'y a même pas d'elfes là où étaient les nains. Mais les elfes sont un petit peu au-dessus, un peu en haut. Donc les elfes, les guerriers, les soldats de Elutingol vont repousser les nains et les tuer, tous, pour venger la mort de leur roi quand même. C'est quand même un grand roi, Elutingol. Ça fait quand même depuis le début que j'ai commencé cette vulgarisation. En plus, il en a parlé, Elutingol. Il a dit que c'était lui, c'est l'un des tout premiers elfes à s'être réveillé. Donc c'est quand même très triste de perdre Elutingol. Mais bon. Les elfes arrivent à tuer une grosse partie des nains, sauf qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont réussi à s'enfuir. Bon, ils ont réussi à s'enfuir sans malheureusement sans malheureusement pour les nains, ils n'ont pas réussi à récupérer le collier ainsi que le Silmaril. Mais dans leur fuite, les nains, en fait, les survivants sont allés dans la montagne bleue, là où se trouvent plein d'autres nains. Et en fait, ils ont divulgué une rumeur, totalement fausse. Et ils ont dit à plein de nains que, en gros, c'était Elutingol qui les avait tués d'abord. Parce que Elutingol avait refusé de leur donner leur salaire, un salaire honorable, c'est-à-dire leur donner le Noglarim. Et donc Elutingol a demandé la mort des nains. Voilà. Et plein de nains ont été tués. Et donc pour se défendre, les nains ont dû tuer Elutingol. Et c'est pour ça qu'il y a très très peu de survivants. Bien entendu, nous, on connaît la véritable histoire. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais malheureusement, c'est le bruit qui court. Donc forcément, tous les nains qui se trouvaient dans la montagne bleue, donc notamment là, cette race de nains, parce que pareil, il y a plusieurs maisons de nains. Là, c'est la maison des nains des Noglords, c'est ça Je sais plus, moi je reconnais. Les Nogrod, voilà, les Nogrod. La maison des Nogrod...
ils vont vouloir se venger. Ils vont vouloir se venger. Ils vont commencer à demander à plein d'autres maisons naines de venir les aider à se défendre contre les elfes et de tuer l'entièreté des elfes qui se trouvent à Ménégros. Voilà, pour demander vengeance. Bon, certaines maisons vont accepter, mais pas toutes. Il y a notamment la maison des nains de Bélégost, donc c'est une autre maison naine, qui eux vont commencer à dire à leurs cousins « Ouais, alors vous allez vous calmer tout de suite. Nous, on n'intervient pas dans ce conflit-là entre elfes et nains, vous vous démerdez. » Bon, c'est pas grave, les Noglords, ils y vont, et ils vont essayer d'aller attaquer Ménégros. Il y en a une qui est totalement dévastée. C'est quand même Méliane. Hein. Méliane, c'est quand même une Maya, donc une puissance, elle a de grands pouvoirs magiques. Et c'est grâce à elle si Ménégros et tout Dorias est protégé, d'accord, par les forces du mal. C'est grâce à elle. Malheureusement, elle était très amoureuse de Elotingle. Je vais pas vous rappeler le moment où ils se sont rencontrés tous les deux, mais ça a été un coup de foudre tellement énorme entre les deux qu'ils ne se sont plus jamais quittés. Ils sont toujours l'un et l'autre ensemble, d'accord ? Quand vous voyez Elotingle quelque part, t'as Méliane qui n'est pas loin, et ainsi de suite. Forcément, elle a le corps sans vie de l'homme qu'elle aime et elle va sentir son corps charnel disparaître. Parce que Méliane, si une Maya avait la capacité de rester aussi longtemps en Terre du Milieu, c'était parce que justement son amour lui permettait de rester pour Elotingle. Et sa forme charnelle, c'est ce qui lui a aussi également permis de donner naissance à Lucienne. Sauf qu'après la mort de Thingol, elle n'a plus aucune raison de rester en Terre du Milieu. Donc elle est obligée, enfin c'est pas qu'elle est obligée, mais je pense aussi que c'est l'une de ses volontés, de disparaître et d'aller rejoindre les Valar. Donc son pouvoir... L'anneau de Méliane qui permettait de protéger tout Dorias disparaît totalement. Donc ça veut dire que maintenant, Dorias est ouvert aux ennemis du mal. Avant de disparaître, Méliane fait appel à Meglin, donc un elfe dont on a... Non, Mablung, pardon, excusez-moi, je me trompe. Il y en a tellement d'elfes. Elle fait appel à Mablung. Mablung, on en a déjà un tout petit peu entendu parler sur cette chaîne. C'est un elfe, un petit peu un commandant, un capitaine, tout ce que vous voulez. Mablung, elle fait appel parce qu'elle a confiance en Mablung. Et elle lui donne du coup le Silmaril ainsi que le collier, hein, là où le Silmaril est serti. Et elle lui demande d'aller prévenir Beren et Lucienne que déjà leur père, et donc elle-même, leur père est mort. Et qu'elle disparaît. Et de leur donner le Silmaril pour qu'ils le protègent. Donc Mablung promet d'aller transmettre la nouvelle. Donc il part et va transmettre la nouvelle à Beren et Lucienne. Quant à Méliane, elle disparaît à jamais de la Terre du Milieu et elle ne reviendra plus jamais. Et en fait, elle va se terrer dans le pays d'Amen, en fait, dans le pays des Valar. Il y a un endroit, c'est ce qu'on appelle les Jardins de Lorien. C'est un endroit magnifique, paisible, où t'as tout le monde qui y va pour se reposer. Et c'est là où elle va rester définitivement pour méditer sa peine. Parce que déjà, elle sait qu'elle ne verra plus jamais sa fille. Les nains vont arriver à Ménégros, donc à la cité des 1000 cavernes, pour attaquer les survivants, et ils vont tout mettre à sac. À ce moment-là, les elfes gris qui s'y trouvaient vont tout abandonner et vont partir de Ménégros parce que les nains sont vraiment très nombreux. Il y a quand même bien entendu, attention, hein, il y a quand même quelques armées qui vont repousser les nains, hein, ils vont essayer de se battre, mais une grosse partie en tout cas vont s'enfuir.
Beren et Lucienne, quand ils vont entendre parler du coup de la mort de Eleuthingol, Beren, sans se poser de questions, va directement partir à Doriath pour aller repousser les nains. Il va y arriver avec justement ceux qui ont fui. Maintenant, ils ont comme Beren comme un petit peu comme dirigeant, si vous voulez. Et en gros, ils vont réussir un petit peu à repousser les nains. Et certes, Ménégroth est un petit peu détruite et mise à sac, mais ça y est, en gros, les elfes gris et Beren ont réussi à repousser les nains. Bon, ça va, ça se finit bien. Sauf que maintenant, il n'y a plus de seigneur à Ménégroth et le seul héritier direct pour diriger en fait Ménégroth n'est autre que Dior. Dior, l'enfant de Beren et Lucienne, qui est maintenant a grandi, il y a de nombreuses années qui se sont écoulées à ce moment-là, et il avait déjà une femme, il avait pour femme Nimloth, une magnifique femme qui en fait est une très proche parente du mari de Galadriel, Celeborn. Et ils ont eu des enfants, ils ont eu plein d'enfants, ils ont eu 2 fils et une fille, donc ils ont eu Elured et Elurine, mais on va surtout s'intéresser à leur fille, qui a une histoire tout tragique également, qui n'est autre que Elwing. Voilà, et Elwing, ça veut dire écume des étoiles, car à un moment donné, elle est venue sous les étoiles, alors que les étoiles brillaient, des chutes d'eau, enfin bon bref, voilà, Elwing, c'est un prénom absolument magnifique, tout ça. Donc, Dior va aller à Ménégroth pour, tout simplement pour être le nouveau roi de Ménégroth. Et tout le monde va l'accueillir à bras ouverts. Enfin, les elfes gris vont être très contents d'avoir le descendant d'Eleuthingol comme roi. Pendant quelques années, c'est Lucienne, parce que Lucienne du coup a récupéré le joyau, le Silmaril, et on voit l'illustration avec le collier en question. Donc pendant de nombreuses années, c'est Lucienne qui va porter le Silmaril sur elle. Et là, en fait, ce collier a la capacité, déjà que Lucienne est la plus belle enfant des Iluvatar, ce collier a la capacité d'intensifier sa beauté. Déjà qu'elle était belle, elle est encore plus belle qu'avant, à tel point que personne ne peut la regarder tellement elle est belle. Et même ses pouvoirs sont décuplés. Et en fait, malheureusement, on peut dire que le fait de porter ce collier, ça va accélérer également sa mort. Elle va vieillir. En fait, c'est comme une flamme. En fait, porter ce collier, ça va intensifier encore plus la flamme et ça va totalement. La bougie, à un moment donné, il n'y aura plus de cire. Donc certes, elle a brûlé de 1000 feux, mais à un moment donné, elle va s'éteindre beaucoup plus vite qu'elle n'aurait dû. Et c'est ce qui va se passer, c'est que Lucienne va mourir, ainsi que Beren à sa suite. Et donc le collier va être transmis à Dior, l'héritier de Thingol. On va envoyer le collier à Dior, qui va porter également le collier sur lui pendant un temps. Et en fait, si vous voulez, quand c'était Lucienne qui portait le collier, les enfants de Fëanor, parce que les enfants de Fëanor, ce sont légitimement, c'est à eux à qui appartient ce joyau, d'accord, le Silmaril. Parce que c'est leur père qui a créé le Silmaril. Et ils ont fait un serment qui leur disait justement de récupérer coûte que coûte ce joyau. Pendant un temps, les Fëanor, en fait, ces elfes-là, n'ont rien fait pour récupérer le joyau quand c'était Lucienne qui le portait, parce que Lucienne le portait si bien, ce joyau, que personne ne voulait lui récupérer. Même les enfants de Fëanor, pour vous dire. Sauf que quand c'est Dior, l'héritier de Thingol, qui reprend le pays et la cité de Ménégroth, ça, les enfants de Fëanor, ils peuvent pas supporter. Ils peuvent pas supporter de savoir que c'est quelqu'un, un prince elfe, qui porte actuellement le Silmaril. Donc, ils vont amener une délégation à Dior et lui demander qu'il restitue immédiatement le Silmaril. Forcément, Dior va refuser, et les 7 frères, du coup, Fëanor, vont déclarer la guerre à Dior.
Ils vont attaquer Dorias en pleine nuit, voilà, comme des traîtres, pas en fond, non, ils vont juste vraiment comme des gros traîtres. Ils vont attaquer toute la cité de Ménégros, et là, vraiment, Ménégros va être détruite par les frères Féanor. À tel point que Dior va mourir, ainsi que sa femme. Les enfants, les 2 fils de Dior vont être capturés, ils vont être abandonnés en plein milieu d'une forêt, une forêt sombre et maudite. En fait, ils n'ont aucune pitié, les enfants de Féanor. Parce que les enfants qui se trouvent en plein milieu de la forêt, eh ben, certes, ils ne les ont pas tués sur le coup, ils ont préféré les abandonner en plein de la forêt pour voir s'ils vont survivre. Sauf que c'est une forêt maudite, et donc forcément que peut-être qu'ils sont morts, mais on ne saura jamais ce que sont devenus en fait les 2 enfants, les 2 fils de Dior en plein milieu de cette forêt. Peut-être qu'ils sont encore en vie, on ne le sait pas, mais en tout cas, ils ont été totalement abandonnés. Il y en a un parmi les enfants de Féanor qui n'est autre que Médros, celui qui est un petit peu plus sensé, c'est l'aîné de la famille. Vous en avez déjà un petit peu entendu parler, qui va être pris de remords et qui va tout de suite partir à la recherche de ses fils pour aller les protéger, mais malheureusement, il ne les trouvera pas. Bon. Il y en a une de la famille qui a réussi à s'enfuir pendant ce sac et pendant ce meurtre fratricide, c'est le 2e quand même combat et bataille entre elfes, mené en plus par les mêmes, c'est-à-dire les enfants de Féanor. Et quelques elfes gris ont réussi à s'enfuir, et notamment avec la princesse Elwing, qui porte du coup sur elle le joyau, le Silmaril. Donc Elwing arrive à partir de Ménégros et donc elle va en fait, si vous voulez, dans un endroit un petit peu caché vers le Sirion, près de la mer, pour être protégée par Ulmo, le Valar de l'eau. Et là, on va devoir parler maintenant d'une autre histoire. Ce que vous savez maintenant, c'est que Ménégros, Dorias même, est totalement dévasté et détruit par des elfes même, en fait. Comme je vous dis, c'est le 2e massacre fratricide qui existe en Terre de Milieu. Donc, il n'y a plus comme survivant et comme descendante directe d'Elûthingol, Beren et Lucienne, il n'y a plus que Elwing, la princesse elfe, qui se trouve justement donc près des eaux du Sirion, protégée par Ulmo. Maintenant, on va revenir. Je vous ai dit, Húrin a essayé de se venger. Il est mort de désespoir après avoir appris que ses enfants sont morts, après avoir vu sa femme mourir, après avoir tué Mime, après avoir révélé malheureusement l'emplacement de Gondolin. Bref. Huor, son frère qui est mort il y a très très longtemps au cours de la bataille des lames innombrables, a également un fils. Donc Húrin a également un neveu. Qui n'est d'autre que Tuor. Et maintenant, on va parler d'une 2e histoire. L'histoire de Tuor. Et oui, c'est pas terminé. C'est fou, on va parler de plein de personnages. Je sais que c'est difficile, accrochez-vous. Tuor, du coup, c'est le fils de Huor. C'est fou, c'est drôle. Húrin qui donne Turin, Huor qui donne Tuor. Waouh. Trop drôle. Bref. Tuor, pareil, il est très très jeune à l'époque, très jeune pendant la bataille des lames innombrables, et son père va mourir, et quand la mère de Tuor va entendre parler de la mort de son mari, elle va tout de suite vouloir protéger Tuor, et pour ça, elle va en fait envoyer Tuor, quand il est très très jeune, dans le groupe des Sindar. En fait, elle va les envoyer chez des elfes, et notamment qui sont dirigés par Anaël, donc un elfe Sindar, qui va prendre Tuor sous son aile et qui va prendre soin de lui pendant très très longtemps. La mère de Tuor, elle, en fait, va mourir très très vite, quelques jours plus tard. C'est pour ça qu'en fait, elle a abandonné un petit peu son fils chez des elfes.
Encore une fois, en fait, on voit une parallèle avec l'histoire de Túrin. Hein. Túrin a vécu un petit peu la même histoire. Hein. Pareil, la mère de Túrin a envoyé Túrin chez les elfes. Et ben, c'est pareil pour son cousin Tuor, qui, pareil, sa propre mère l'a envoyé chez d'autres elfes. Bref. Donc Tuor va grandir parmi les gens de Danaël, donc cet elfe. Il va apprendre à manier l'arme, la hache et l'arc. Il va grandir très très vite, jusqu'à l'âge de 16 ans. Bref, il va très très bien s'entendre avec l'entièreté des elfes qui se trouvent là où il est. Sauf qu'à un moment donné, les orques envahissent un petit peu les endroits où ils habitent. Donc il faut absolument que les elfes d'Anaël ainsi que Tuor trouvent un endroit où se protéger. Donc ils vont décider de partir de là où ils habitaient pendant un temps. Ils habitaient alors dans une petite grotte. Et ils veulent aller rejoindre le peuple de Círdan qui se trouve près de l'eau pour demander protection. Sauf que malheureusement, les orques leur tendaient une embuscade et ils vont tuer une grosse partie des elfes et en capturer certains, notamment Tuor, qui va se faire capturer par des orques et des orientaux. Et c'est parmi les orientaux, en fait, il y a Lorgan, un très célèbre oriental, je sais pas comment on peut dire, mais en gros, le chef des orientaux, Lorgan, qui va prendre Tuor, si vous voulez, comme esclave. Voilà, il va le prendre comme esclave. Et pendant 3 pénibles années, Tuor va être l'esclave de Lorgan. Tuor, en fait, va quand même, au bout de 3 ans, va réussir à s'échapper de sa captivité de Lorgan et va pendant de nombreuses années essayer de vivre tout seul en tant que fugitif et hors la loi. Pareil, comme son cousin, il va réussir à repousser de nombreux orques et il va tuer de nombreux orientaux. Ça va être un super homme. Sauf qu'à l'âge de 20 ans, alors qu'il se perdait un petit peu dans toute la terre de milieu, Tuor va s'avancer au milieu d'une grande plage. Et alors qu'il dormait près de l'eau, non loin d'une petite source d'eau, il va entendre l'eau gronder, comme si l'eau voulait lui dire quelque chose. Il se réveille, il regarde la source, et en effet, il voit que l'eau enfle d'une manière pas du tout naturelle. Et donc Tuor prend tout de suite cet amas d'eau qui se soulève comme un signe, il décide de le suivre. Donc il va suivre cette eau jusqu'à ce que cette eau l'amène à un endroit précis. Il va l'amener en fait à Névraste. Et pour ceux qui se souviennent et qui m'ont écouté depuis le début, Névraste n'est autre que l'ancienne cité de Turgon, le roi de Gondolin. C'est la cité qui avait été abandonnée par Turgon. Et Turgon, en l'abandonnant, en fait, il avait laissé des armes, une épée et un bouclier qui attendent justement quelqu'un. Et ce quelqu'un n'est autre que Tuor. Donc Tuor avance et va à Névraste. Il va totalement tomber amoureux de la mer. Il va adorer la mer, mais surtout de la cité. Il va trouver la cité absolument sublime. Et si jamais vous voulez géographiquement savoir où c'est, ce n'est autre que ici. Voilà. À ce moment-là, Tuor se trouve là. Donc Tuor va rester dans la cité pendant tout seul. Voilà, il va citer tout seul à Névraste. Et c'est des signes justement qui vont l'amener voir la cité, qui n'est autre que la cité qui s'appelle Veniamar, l'ancien palais de Turgon. Il va y voir l'armure et l'épée, va les récupérer et va s'armer dessus. Et à ce moment-là, tu as Ulmo, le Valar, la puissance de l'eau, qui va apparaître devant Tuor. Tuor, qui s'est équipé, voit justement Ulmo qui lui demande alors d'aller rejoindre Gondolin. En fait, Ulmo va lui donner la mission de trouver la cité cachée de Gondolin pour aller prévenir le roi Turgon qu'un malheur est en train d'arriver et que bientôt Gondolin va chuter. Voilà, va tomber. Et donc, il faut qu'absolument que le roi Turgon protège ses disciples et lui-même et sa famille du malheur qui va tomber sur Gondolin. Donc,
Turgon, alors là, Tuor, pardon, je suis désolée, là, j'ai fait très très court, mais Ulmo, en fait, va lui faire rencontrer un autre elfe qui traînait non loin d'ici, qui s'appelle Voronwë, et qui a notamment vécu à Gondolin, mais qui est parti. Et en fait, Ulmo va demander à Voronwë de guider Tuor jusqu'à Gondolin, donc jusqu'au royaume caché. Alors il y a toute une histoire qui raconte, et ça se trouve, si vous voulez vraiment avoir plus de précision, c'est dans les contes, dans les contes et légendes inachevées, tu as tout le passage qui explique comment Tuor rencontre Voronwë, donc cet elfe, et il y a tout un échange, si vous voulez, avec toute une aventure qu'il y a entre les deux, mais je vous avoue, j'ai pas eu le temps de vous la raconter, donc bon. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que pendant un temps, cet homme et cet elfe vont affronter des rudes évers et de rudes dangers avant d'atteindre vraiment l'entrée de Gondolin. Quand les deux vont arriver, grâce du coup à cet elfe qui s'appelle Voronwë, qui sait justement où se trouve la porte cachée, les 7 portes de Gondolin, ils vont pénétrer dans la cité et être accueillis en grande pompe par Turgon. Donc Tuor va être présenté devant Turgon, le roi de Gondolin, et va répéter les paroles de Ulmo en disant « Bon bah voilà, il y a un grand malheur qui arrive, il faut absolument que vous vous protégiez, que vous abandonniez Gondolin et que vous partiez et que vous alliez justement descendre vers le Sirion. Il y a déjà d'autres elfes qui y sont, vous savez, la princesse Elwing. Donc il faut que vous y soyez, il faut que vous y êtes, enfin il faut que vous y alliez en fait. Il faut que vous partiez. » Donc Turgon, forcément, il entend les propos de Tuor et puis il se souvient, hein, parce que Turgon, il avait déjà parlé avec Ulmo et Ulmo lui avait dit qu'un jour, un homme se présenterait devant lui, armé de l'épée et du bouclier qu'il a laissé et qu'il faut qu'il abandonne sa cité. Sauf que là, Turgon s'est beaucoup trop attaché à sa cité. Gondolin est absolument magnifique et Gondolin, c'est quand même la cité qu'il a créée de ses propres mains. C'est lui, il a sculpté des arbres dans cette belle cité d'Albâtre. Il y a des fontaines de partout. Bref, Gondolin est tellement sublime, il y a tellement d'elfes et tout le monde vit paisiblement et ils n'entendent tellement rien de ce qui se passe à l'extérieur de leur muraille naturelle de montagne que pour lui, il se dit mais quand même, je suis sûre qu'on peut rester dans cette cité et être encore protégé. Franchement, le danger, il est plutôt à l'extérieur. Moi, ce que je préfère, c'est de rester dans ma cité et ne pas partir. Et pourtant, Turgon se souvient des propos d'Ulmo qui disait « Ne t'attache pas trop aux œuvres de tes mains, ni aux désirs de ton cœur. Souviens-toi que le véritable espoir des Noldor est à l'ouest et qui vient de la mer. » Sauf que Turgon essaye de ne pas se souvenir des propos d'Ulmo, ni d'écouter cet homme Tuor, et dit qu'il faut absolument rester à Gondolin. Donc enfermés derrière leur colline enchantée et vierge de tout chemin, ils ne laissaient entrer absolument personne, pas même le fugitif poursuivi par la haine de Morgoth. En plus, les nouvelles des terres extérieures ne leur parvenaient que à peine, donc ils ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Et en plus, ils ont l'impression que personne n'est au courant d'où se situe Gondolin. Sauf que, comme vous le savez, je vous l'ai raconté en début de stream, Morgoth, maintenant, sait où se trouve Gondolin parce qu'il a entendu Húrin crier le nom de Turgon tout autour de ces grandes montagnes. Donc, personne ne part de Gondolin, tout le monde reste, et Tuor aussi va rester à Gondolin, parce que, déjà, il s'y plaît, parce qu'il trouve ça magnifique, et de deux, il va y rester parce qu'il n'a pas le droit de partir, parce que pour eux, justement, comme personne ne sait encore où est Gondolin, il faut limiter le plus de départs de la cité. Donc, Tuor va rester de nombreuses années, en fait, à Gondolin, il va être ensorcelé par la beauté de la ville, et puis en plus, il va être très respecté par l'entièreté des elfes, tout le monde va l'adorer, et même le roi Turgon va le porter en très haute estime. Et Tuor va tomber amoureux de la princesse
Idril, la fille de Turgon, cette jolie elfe qui a des beaux cheveux d'or. Et ben les deux, ils vont tomber fous amoureux. Et encore une fois, vous pouvez voir à quel point il y a encore une répétition et un parallèle avec l'histoire de Túrin, qui pareil, quand il est tombé à Nargothrond, c'est la fille du roi, qui s'appelle Findoulias, qui va tomber amoureuse de Túrin. Sauf que Túrin, lui, refuse les avances de cette princesse. Par contre, Tuor, son cousin, va à l'inverse de son cousin Túrin. Lui, il va accepter les avances de Idril. Il va même vraiment tomber fou amoureux d'elle. Sauf que chat, il y en a un qui est déjà fou amoureux d'Idril. Ce n'est autre que Meglin. Meglin, pareil, on en a déjà entendu parler sur cette chaîne. Je vous rappelle très vite qui est Meglin. C'est le fils de la sœur du roi, Aredel. Et en fait, il est issu d'un amour un petit peu forcé parce que son père, Éole, avait enfermé sa femme pendant des années dans une forêt et l'empêchait de partir. Et en fait, Meglin avait réussi à s'enfuir avec sa mère jusqu'à Gondolin. Et sauf que, malheureusement, son père a tué sa mère et son père a été exécuté. Enfin bref, c'est un drame familial, pas possible. Et Meglin a été un peu adopté par Turgon comme son propre fils. Bon. Et sauf que Meglin, il est tombé amoureux de sa cousine, Idril. Il la trouve absolument sublime et vraiment il l'adore quoi. C'est vraiment, il a un amour taré. Il devient totalement taré tellement il est amoureux en fait d'Idril. Sauf que vous inquiétez pas, chez les elfes, se marier entre cousins, ça se fait pas. Hein. Le seul inceste qu'on a pu voir dans l'œuvre de Tolkien, c'est l'inceste entre Túrin et Nienor. Mais sinon, se marier entre cousins, ça se fait pas. Donc déjà Idril repousse Meglin depuis de nombreuses années. En plus elle le déteste, elle ne le supporte pas. Donc quand Meglin a vu qu'Idril tombait amoureux de notre très cher Tuor, ça va mettre Meglin dans une rage folle. Il va tellement détester savoir que Tuor en fait a réussi à prendre le cœur de notre très belle Idril, que il va y arriver une petite catastrophe, mais je vais vous expliquer ça juste après. Turgon, qui aime beaucoup Tuor, va accepter de donner la main de sa fille à Tuor et ils vont se marier et c'est trop bien. Ils vont avoir même un enfant. Ils vont donner comme enfant, ils vont donner un petit garçon qui s'appelle Eärendil. Pour le mariage de Tuor et de Idril, il va y avoir une énorme fête. Tout le monde va y assister, c'est trop bien, tout ça. Et puis, t'as juste Meglin qui est hyper triste et malheureux. Et la haine commence à grandir dans son petit cœur à Meglin. Mais trop bien, on a Idril qui a donné un héritier à Turgon, qui n'est autre que Eärendil, le demi-elfe. Oui, parce que du coup, son père est un homme et sa mère est une elfe. Donc Eärendil est d'une beauté sans pareil, il a le visage comme la lumière du paradis, alliant la beauté et la sagesse des Eldar, et la force et l'endurance des humains. C'est un magnifique beau bébé, ce Eärendil. Et Eärendil était d'une beauté sans pareil. Voilà, comme je vous l'ai dit, il a la lumière de presque de Valinor sur son visage. À ce moment-là, Gondolin vivait des jours heureux et paisibles. Rien ne pouvait perturber la paix qui se trouve à Gondolin. Rien. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a Meglin qui ne peut pas supporter savoir que la femme qu'il aime est mariée avec un pauvre homme et en plus elle a eu un enfant avec cet homme. Bref, ça Meglin il peut pas supporter. Morgoth, lui, il sait où se trouve Gondolin. Sauf qu'il sait pas encore comment pénétrer Gondolin. Il sait pas encore. Il sait pas encore. Donc, il va mettre des armées d'orques un petit peu aux alentours de la forteresse de Gondolin. On sait jamais, peut-être qu'un jour, un malheureux sortira de Gondolin et ça sera l'occasion de le capturer. Et c'est justement ce qui va se passer.
c'est justement ce qui va se passer. Meglin, un jour, sortira en secret de Gondolin et je vous expliquerai pourquoi. Je vais vous expliquer maintenant tout de suite. En fait, Meglin, son père était forgeron. Il adore manier les métaux. Il est même très très doué en forge. Meglin, c'est l'un des elfes les plus doués en forge. Il fait partie des grands forgerons de toute la Terre du Milieu. Et pour forger, il a besoin de minerais et de joyaux et de gemmes. Et en fait, il en a marre de creuser dans Gondolin. Il a presque tout vu. Donc son seul moyen de trouver d'autres métaux, c'est de partir de Gondolin en cachette pour aller creuser ailleurs. Même si Turgon a demandé à tout le monde de ne jamais partir de Gondolin, Meglin ne le respecte pas, il part quand même. Malheureusement, il se fait capturer par Morgoth. Voilà, il se fait capturer par Morgoth et il essaye de soutirer des informations à Meglin. Il lui dit « Je sais où est Gondolin, maintenant dis-moi comment on y rentre ». Au début, Meglin ne dit rien, mais à un moment donné, tu as Morgoth qui lui promet que si jamais il lui révèle comment on rentre à Gondolin, il lui donnera la main d'Idril et il deviendra seigneur de Gondolin. Ça, Meglin, forcément, il accepte. Du coup, il révèle absolument tout. Il révèle toutes les entrées. Toutes les entrées. Toutes les entrées de Gondolin à Morgoth. Heureusement, Idril, qui est un peu plus intelligente que la moyenne et n'a confiance absolument en personne, décide de construire en fait un passage secret en dessous de Gondolin, et elle en parle vraiment à personne, mais elle juste à quelques hommes qui vont l'aider à construire ce passage secret, pour pouvoir un jour, si jamais il y a vraiment une catastrophe, parce qu'elle a entendu Tuor, elle a entendu les propos d'Ulmo, donc elle sait qu'un jour ça va se terminer Gondolin. Donc elle a construit un passage secret en dessous de Gondolin qui permet de rejoindre facilement le Sirion, donc le fleuve, là où ils pourront être protégés par Ulmo, le Valar Ulmo. Meglin n'est pas au courant de ce passage secret parce que Idril le déteste. Elle déteste Meglin. Donc déjà, c'est sûr que Meglin n'est pas au courant de ce passage secret. Donc c'est le seul passage, et heureusement que Morgoth ne connaîtra pas. Et c'est en l'an 510 du premier âge, lorsque Eärendil fut âgé de 7 ans, Morgoth attaqua Gondolin. Aidé du coup justement par la trahison de Meglin, il sait parfaitement où aller. Balrog, orques, loups et dragons vont attaquer Gondolin. L'armée de Morgoth alors franchit les montagnes au nord, là où elles étaient les plus hautes et où du coup la garde était moins vigilante. Jusqu'à ce que l'instant, je vais remettre la petite musique. Ouf. Tac. Il manque un petit peu de musique. Et voilà. Je reviens. Du coup, l'armée de Morgoth vont franchir les montagnes. Ils vont attaquer pile l'endroit où il y a beaucoup moins de gardes, c'est-à-dire l'endroit le plus haut, là où il y avait beaucoup moins de vigilance. Et en fait, c'est très triste parce qu'il a attaqué pile au moment où il y avait aussi moins de gardes à ce moment-là, tout simplement parce qu'il y avait une énorme fête à Gondolin. Et ça, Meglin le savait, il l'a dit à Morgoth. C'était la fête un peu des solstices d'été. C'est le moment où les premiers jours d'été pointent leur bout de leur nez. Et donc, tu as tous les elfes de la cité qui étaient sur les remparts, mais de l'autre côté, en fait, pour voir le lever du soleil, à l'est. Donc, tout le monde attendait sur les remparts pour regarder. Et ça a permis justement à toutes les créatures maléfiques de Morgoth de pénétrer sans grand mal dans la cité.
Donc la lumière rouge apparut au-dessus des montagnes vers le nord, non pas à l'est, et il fut impossible du coup d'arrêter l'ennemi. Il y eut de nombreux exploits pour essayer de repousser les créatures malfaisantes de Morgoth, beaucoup dû au courage et au désespoir. Et de nombreux elfes qui viennent de grandes maisons de Gondolin ont pu repousser le mal, mais la plupart sont morts. Notamment, on va parler d'un exploit grandiose, celui d'un elfe qui vient d'une grande famille noble de Gondolin, qui s'appelle Ectelion. Il vient de la maison des Fontaines, et en fait, il a pu se battre contre des balrogs, notamment. Il a réussi à en tuer plusieurs, 3 je crois, à son actif. Il a tué 3 balrogs. Et en fait, il va être tué notamment par le prince des Balrogs, qui n'est autre que... ou peut-être pas le prince des Balrogs, mais il va être tué par l'un des Balrogs, malheureusement. Mais en tout cas, grâce à lui, il a pu en éliminer plusieurs. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a pris son casque, qui était un casque à pointe, et en fait, il a planté sa tête avec son casque à pointe sur l'un des Balrogs. Ah mais si, c'est Gothmog. C'est Gothmog. En fait, il est tombé... Ah oui, excusez-moi, oui. Là, en fait, l'armée restante de Gondolin commence à battre retraite. Et en fait, tu as Ectelion qui va se battre contre Gothmog, le seigneur des Balrogs. Et en fait, son casque à pointe, en fait, il va le planter pour pousser Gothmog. Et tous les deux vont tomber dans l'eau et ils vont tous les deux se noyer ensemble. Donc grâce à Ectelion, Gothmog est mort. Turgon, lui, donc le roi de Gondolin, va essayer de protéger sa tour le plus longtemps possible, et en fait pareil, il va essayer de repousser le plus d'orques et de dragons, parce qu'il y a des dragons, et en fait il va se battre avec une épée qui est très connue, chat, l'épée qui s'appelle Glamdring. Voilà, Glamdring, c'est l'épée de Gandalf. En fait, quand Gondolin va chuter, tu as donc les orques qui vont récupérer pas mal de trésors de Gondolin, dont notamment cette épée. Et en fait, un jour, ça c'est bien plus tard, hein, mais si jamais vous voulez le savoir, tu as les trolls Hubert, Léon et Legros et Tom qui auront en leur possession cette épée, et un jour Gandalf qui les rencontrera va leur voler, va leur reprendre. Voilà, donc c'est ainsi que Gandalf récupérera l'épée, la célèbre épée Glamdring. Enfin bon bref, il y a plein d'autres événements pendant la chute de Gondolin. T'as Turgon qui essaye de se défendre et malheureusement il va mourir envahi par plein d'orques. Tu as Ectelion, un grand elfe qui va mourir en voulant pousser Gothmog. Et tu as Tuor qui également va essayer de secourir sa femme et son fils qui ont été capturés par Meglin. En fait, en effet, Meglin va capturer Eärendil. Et Tuor va livrer un énorme combat contre Meglin. Il va réussir à le pousser du haut des murailles de Gondolin pour sauver femmes et enfants. Grâce à Idril qui avait pressenti qu'il fallait faire un passage secret, elle va réussir justement à sauver une grosse partie du peuple de Gondolin. Ils vont sortir par ce passage, mais parce que l'autre partie des elfes de Gondolin qui allaient sortir par d'autres endroits, en fait, ceux qui ont été justement révélés, les emplacements qui ont été révélés par Meglin, en fait, avaient des dragons qui attendaient pile à ces sorties-là. Et dès que les elfes ont mis un pied dehors, en fait, les dragons leur crachaient du feu pour les brûler immédiatement. Donc, en fait, de nombreux elfes qui n'ont pas suivi le passage secret d'Idril sont morts en voulant fuir. On a également, bien entendu, Glorfindel, de la maison de la Fleur d'Or. Alors, pareil, qui va essayer de se battre contre des Balrogs. Notamment, en fait, en voulant fuir, ils vont essayer de traverser des montagnes. Pour permettre à tous les survivants de Gondolin de permettre de vraiment partir et d'aller rejoindre le Sirion. Tu as Glorfindel qui va se
comment dire ça? Oui, il va se sacrifier et il va se battre contre un Balrog. Heureusement, tu as les elfes Torandor qui vont récupérer le corps de l'elfe parce qu'à un moment donné, il va tomber dans le vide avec le Balrog, il va chuter par terre. Donc certes, le Balrog qui poursuivit les survivants va mourir, mais Glorfindel ici. Et en fait, Torandor, l'aigle, va le poser à un endroit pour l'enterrer. Et à cet endroit là où est mort Glorfindel, il y a plein de petites fleurs jaunes qui vont fleurir parce que souvent Glorfindel est représenté, son blason en tout cas, c'était des petites fleurs jaunes. Parce que voilà, c'est son emblème. Bref, heureusement, le reste du peuple de Gondolin a réussi à fuir. Et ça y est, ils ont réussi à partir des montagnes et à rejoindre la vallée du Sirion. Tous avec justement Earendil et ses parents, donc Idril et Tuor. Et ils vont rejoindre les elfes qui s'y trouvent déjà, notamment donc le peuple de la princesse Elwing qu'on a vu tout à l'heure. Et ils vont pouvoir soigner leurs blessures pendant un temps et se reposer de leur fatigue et également de leur tristesse d'avoir perdu le roi des Noldor qui n'est autre que Turgon, leur belle cité d'Albâtre. Et là, pour le coup, il ne reste dans tout Beleriand, il ne reste plus que ces quelques elfes qui se trouvent sur les berges du Sirion. Donc forcément, il faut absolument trouver une solution pour pouvoir survivre. Alors Idril et Tuor vont construire un bateau et ils vont prendre la mer et ils vont essayer d'aller en terre d'aller au pays d'Aman, d'aller dans le pays des Valar pour aller demander de l'aide. Sauf que ils vont totalement disparaître. Tuor et Idril, on n'en entendra plus jamais parler. On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils sont morts sur le bateau. Peut-être qu'ils n'ont pas pu survivre à la traversée. Ils n'ont laissé que leur fils derrière eux, Earendil, qui... forcément, un prince, le prince Earendil de Gondolin, va se marier avec la princesse Elwing de Doriath. Donc les deux vont se marier, vont tomber amoureux et vont essayer de protéger les derniers elfes survivants. Vraiment, il faut vous dire que là, il n'y a presque plus d'elfes qui vivent en Terre du Milieu. Ils deviennent très rares. En tout cas, de la famille des Noldor. Alors, Earendil et Elwing vont essayer de se protéger pendant un temps et leur amour donnera notamment 2 enfants, des jumeaux, 2 petits garçons qui ne sont autres que Elrond et Elros. Et vous connaissez Elrond. Elrond, c'est le papa d'Arwen qui se trouve dans le Seigneur des Anneaux. Elrond, voilà, en fait, leurs parents, c'est Elwing et Earendil. Morgoth croyait du coup à son triomphe le complet. Il est rayé au fond de ses ténèbres, de son esprit, ne regrettant même pas l'unique Silmaril qui lui manquait. Pendant ce temps, un peuple d'elfes du coup grandissait près de la mer. Donc c'est le reste de Doriath et de Gondolin. Et tous s'attelaient à construire des navires pour demander de l'aide aux Valar. En ce temps-là, justement, Ulmo, le Valar qui essaye de protéger les quelques survivants elfes et hommes, Ulmo, en fait, va voir les Valar et leur demande de réagir et justement de leur demander de venir très très vite repousser Morgoth et de protéger les derniers survivants. Sauf que les Valar, à ce moment-là, refusent d'y aller en disant à Ulmo que ce n'est pas encore temps, ce n'est pas encore l'occasion d'aller sauver ces hommes et ces elfes. Il fallait encore attendre un petit peu qu'ils souffrent. Bref.